Bonjour Victoria. Salut Thierry. Je suis super content aujourd'hui. Ouais, ça c'est vrai. Moi aussi. Ça se voit, hein. On est tous les deux très très contents. On vous dira pas pourquoi, pas tout de suite. Voilà. Et notre invité qui nous attend, hein, vous l'avez entendu, il a laissé tomber un truc, qui est déjà dans le studio. Le studio qui prend une certaine allure, mais voilà, j'en ai déjà trop dit. Victoria, on va rappeler à notre audience qu'elle a le droit de s'abonner, de liker, de partager. Hein. On vous voit toujours sur YouTube. Ça commence à monter, mais vous pouvez faire mieux, puisque vous êtes plus nombreux à regarder les épisodes que ceux qui s'y abonnent. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Et puis vous allez voir aussi une bannière dans cet épisode qui va apparaître en bas à droite de votre écran. Rappelez-vous ces fameuses 2 dates, le 31 mai et le 1er juin. On reviendra aussi là-dessus, promis juré, Victoria. Tout à fait. Voilà. C'est pour notre événement Marketing 21. Exactement, voilà. Notez la date et puis entre-temps, on va lancer le générique et découvrir notre invité qui attend impatiemment, parce que vous avez vu, il a tout de suite fait du bruit pour se faire remarquer. Nous, en tout cas, on est très réjouis de le retrouver. Oui, ça fait longtemps qu'on ne parlait pas. Ça fait longtemps. Allez, c'est parti. Un invité qu'on aurait pu qualifier de punk aussi dans sa façon de travailler, mais un mercenaire. Ouais, mercenaire du pas digital. Mal. C'est déjà pas mal comme terme. Bon, alors, de qui s'agit-il, Victoria? Alors, elle a été parmi les premiers à comprendre l'importance du digital dans une stratégie de communication, autant au sein d'une entreprise que pour son agence Adrénaline Digital. Pierre-Yves Reva, c'est de lui qu'il s'agit, a toujours été à la recherche de la nouvelle idée qui permettra de maximiser le ROI. Après s'être intéressé au secteur du luxe, le voici en train de traquer les ultra riches, il va nous dire qui c'est. Et puis on verra ce qu'il y a, what's next, après tous ces développements. Salut Pierre-Yves. Bienvenue à bord. Bonjour. Ça nous fait très très plaisir de te voir. Camouflé pour le côté mercenaire. Ouais. C'est pas mal. C'est tout à fait ça. Eh ben, on va lancer la première capsule. C'est parti. Alors nous, on connaît un petit peu le parcours de notre invité, mais on va quand même profiter de cet épisode de Coming Mag, le 178e du nom, pour faire connaissance avec lui, Victoria. Alors vas-y, Pierre-Yves, explique-nous, tu as fait énormément de choses. Moi, la première fois que je t'ai rencontré, tu travailles dans une banque, mais ça fait déjà quelques années. Ouais. Vas-y. Voilà, en fait, à l'époque, j'étais chez Lombardier, où j'ai monté le département de communication, c'était dans les années 96, 1996, le millénaire précédent. Avant ça, j'avais fait mon stage de journaliste chez Dipresse, j'ai été 2 ans journaliste pour comprendre l'ennemi. C'était un peu ça l'idée, pour voir un petit peu comment influencer les gens. C'était des choses qu'on a fait pas mal après. On a commencé à faire du digital en 96 en faisant un premier gros intranet qui est un gros intranet bancaire à l'époque qui permettait en fait c'était une espèce d'immense bibliothèque où tout se mettait. Ça a changé un peu la vie de la banque parce que les gens après venaient directement chercher des choses là alors qu'avant ils savaient pas où les trouver. C'était à l'époque aussi où arrivaient les souris, donc on est vraiment au Moyen-Âge de certaines personnes, ça veut rien dire, mais c'était pas mal de révolutions. Après, je suis parti avec Arnaud Grobet, on a fondé Label. Je suis participé à la création de Détail, 2 agences qui existent encore. Ouais, on a reçu Guillaume il y a peu de temps. Tout à fait. Voilà. Guillaume, je travaille maintenant encore avec Guillaume parce que je suis consultant depuis très très peu pour le groupe Actua Prod, Idéative, avec Narrative, il travaille sur Narrative maintenant. Voilà, il travaille sur Narrative. Et puis, oui, alors bon, on reparlera sur la fin, ça va me donner une idée, mais je reviendrai là-dessus. D'accord, ok, vas-y. Perds pas le fil. Ensuite, je suis parti chez Synthesis Bank, en fait, qui était du trading en ligne, tout au début du trading en ligne. Donc là aussi, c'était le tout début du digital où où les gens pensaient qu'on n'allait jamais
pouvoir réussir, parce que jamais personne n'ouvrira un compte en ligne. Hein, je me rappelle. Travailler à l'argent directement en ligne. Et puis après, j'ai monté Adrénaline Digital avec un concept qui était de pas avoir une agence avec tout le monde à l'intérieur de l'agence, mais plutôt d'avoir une espèce de maison, un peu comme une maison de prod, d'avoir une agence avec des spécialistes, un réseau, et de travailler. On écrit la musique et puis ensuite on prend les gens qu'il faut pour jouer la musique. Et tout ça avant, tout ça avant le Covid. Hein. Et ça avant le Covid. Ouais. Oui, mais en fait, la problématique était que ça avance tellement vite, tout change tellement vite dans le digital, c'est pour le savoir, que soit vous avez tout le monde qui est obsolète, soit vous avez tout le monde qui est en formation. Donc il vaut mieux prendre des gens et puis les faire travailler, et puis du coup avoir des super spécialistes. Et puis ça, de mon côté, ça m'oblige à rester à l'écoute un petit peu de tout ce qui se passe pour comprendre déjà qu'est-ce qu'ils racontent les spécialistes, parce que c'est pas si simple. Et puis toi aussi l'interface avec le client. Exactement. Alors on passe tout de suite à la deuxième capsule, parce que ça nous permet justement d'expliquer aussi la démarche d'Adrénaline Digital. Alors, si jamais vous savez pas que veulent dire ces trois lettres, hein, le roi, c'est pas une personne. Hein. C'est un peu un leitmotiv chez notre invité Victoria, la recherche du ROI. Mais oui, mais justement, comme ça, un mercenaire, notre cher Pierre-Yves, lui, il va droit au but et il doit atteindre sa cible. Et donc, ça doit être performant, rapide, performant. Tu as toujours été comme ça. Donc, t'as tout de suite compris que finalement ces outils, parce qu'au début on savait pas, disons c'était du nice to have, mais puis il fallait déjà convaincre les clients, souvent les directions d'utiliser certaines, disons, de mettre une partie du budget sur du digital. Maintenant c'est plus tellement le cas, mais maintenant, alors c'est l'inverse, maintenant tout le monde veut de la data, tout le monde veut absolument atteindre son but, quitte à peut-être oublier que peut-être on peut faire aussi peut-être des choses un peu plus pour de l'image et pas forcément pour avoir ce retour sur investissement. Alors comment tu évalues aujourd'hui justement cette ambiguïté entre absolument être toujours performant et puis peut-être savoir perdre un peu pour quand même durer avoir une chance de durer? Ok, donc en fait ça pose la question du retour sur investissement, donc en fait de la performance, en fait ça c'est un des leitmotifs de notre agence, c'est qu'on fait toujours des choses qui servent à quelque chose, c'est le but de l'opération. Mais ça veut dire en amont que les clients doivent aussi savoir pourquoi ils font les choses. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi qu'on a remarqué qui n'était pas forcément si évident, parce que si vous voulez, on ne prend pas de mandat si la personne ne sait pas pourquoi il le fait. Et au début du digital, et même pas mal de temps après, les gens savaient pas trop pourquoi ils faisaient ça. Ils se disaient, tiens, on veut faire un site internet, mais pourquoi on fait un site internet? Qu'est-ce qu'on attend du site internet? Personne savait trop de quoi attendre. Ce qu'on a vu aussi, parce qu'en fait, comme tu as dit, la guerre, elle est dans la data aujourd'hui. En fait, tout l'essentiel est dans la data. C'est en fait d'arriver à maîtriser cette data, mais déjà à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert. Et après, j'ai pas un antagonisme entre la partie créa et la partie utilisation et optimisation de la data. Ça, pour moi, c'est un tout, mais tout doit fonctionner ensemble. Si je prends par exemple le site internet, c'est quand même le truc de base. Il y a plein de gens qui font un site internet un peu comme ils feraient un hôtel. Ils font un super hôtel dans le désert avec des piscines, avec des palmiers, avec tout ce que tu veux, d'accord? Ils mettent tout leur argent dans l'hôtel. Puis après, ils disent mais pourquoi il y a personne qui vient dans mon hôtel? Mais quelle belle image! Mais quelle belle image! Et il se dit, et tu remarques que personne n'a mis de route, que personne n'a mis de pancarte sur les routes pour dire que l'hôtel il existait. Et en fait, là on a directement deux choses. On a le SEO et puis on a le SEA. On a en fait la partie optimisation des engins et puis la partie publicité pour que les gens arrivent à l'hôtel. Et puis après, il faut une créa pour que les gens préfèrent ton hôtel qu'un autre hôtel. Mais en gros, c'est une petite image pour expliquer un petit peu l'essentiel, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, effectivement, on oui, s'y perd. Une image très parlante, effectivement, le coup du désert. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que veulent tes clients? Parce que là, quand tu dis, tu traques aujourd'hui de plus en plus les ultra riches, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais c'est un profil. On est quand même aujourd'hui dans du clustering. On va chercher des cibles. On n'est pas encore en train de traquer vraiment tout de suite des gens. Cette cible des ultra riches aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle cherche? Quel est son comportement? Qu'est-ce qu'on peut lui offrir?
Ouais, alors ça vient en fait de qu'est-ce qu'on peut lui offrir. C'est parce que mes clients offrent des produits qui étaient pour les ultra-riches qu'on a commencé à s'intéresser aux ultra-riches. C'est-à-dire que quand tu as des projets immobiliers ou bien quand tu as des montres qui coûtent une somme qui fait que les gens pour pouvoir l'acheter ont besoin d'avoir des assets qui sont assez importants. Donc quand on dit ultra-riches, c'est des gens qui ont 30 millions d'assets. Donc, en fait, qui ont 30 millions qu'ils pourraient utiliser maintenant pour faire autre chose que simplement manger, boire et faire tout ce qu'ils font toute la journée. Donc, de libre, qui seraient capables d'acheter un appartement à 10 millions, un appartement secondaire, ou qui seraient capables d'acheter une montre à 200 000, 300 000 ou plus. Donc, ce segment, il intéresse énormément les marques de luxe, d'autres horlogeries, mais aussi de voitures, d'immobilier de luxe. Et en fait, moi, on m'a demandé justement comment on faisait pour toucher les ultra riches. Et là, j'ai commencé à réfléchir, disons, c'est pas si évident à trouver. J'avais des bons contacts avec LinkedIn parce que on avait fait une opération qui était devenue un case study chez eux pour une banque. Et puis, j'aurais téléphoné en disant, mais vous n'avez pas un truc pour cibler les ultra riches? Parce que je sais qu'ils ont tous des intelligences artificielles qui sont en train de faire tourner pour voir un petit peu comment faire. Et ils m'ont dit, je tombe sur le type, et il me dit, oui, alors écoute, Pierre, t'as du bol parce qu'on vient de faire un truc pour mandater par Bentley et Rolls, justement avec ce profil-là. Donc, on a fait tourner nos algos, puis ils m'ont expliqué un petit peu comment ils avaient fait ça, ce qui me permet aujourd'hui de répliquer, en fait, le modèle pour arriver, en fait, à toucher les 170 000 personnes dans le monde qui sont des ultra riches. Donc une fois qu'on a la data, parce que c'est la data de base, donc ça c'est la data qui va venir de quelque part. Après l'autre système c'est aussi d'utiliser tout ce qui est pixel en fait. Donc des autres idées, c'est de faire un petit peu l'idée du point d'eau, où les faux viennent boire, et puis tu leur mets de l'eau, puis ils viennent tous boire, puis après, tu traques le point d'eau. Donc en fait, si tu as un site, et puis que tu as des gens qui viennent sur ton site, et que tu sais que ces gens-là sont des gens qui sont qualifiés parce que tu as fait quelque chose de particulier, tu vas mettre sur ce site tous les pixels de tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Puis ensuite, tu vas pouvoir faire donc des opérations de remarketing sur des datas que tu sais être des datas qui sont les tiennes. Tu peux aussi prendre des clients de tes clients, faire une audience de ces clients et ensuite demander aux différentes intelligences artificielles de faire des réplicas en fait par région ou en fait des audiences similaires, ça s'appelle, de faire des audiences similaires de ces gens-là. Et du coup, petit à petit, tu commences à avoir une vraie data propriétaire de ce qu'on appelle les ultra riches. Et après, en fait, du coup, les débats de savoir mais est-ce qu'il faut aller sur Facebook, est-ce qu'il faut aller sur Twitter, ça n'a aucune importance puisqu'en fait tu vas toucher les gens que tu veux toucher et que tu touches un ultra riche sur Twitter quand il tweet pour faire de l'information ou quand il est sur Instagram parce que c'est le moment où il passe tous les stories d'Instagram dans la journée pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait ses copains ou tu vas les toucher sur LinkedIn quand le week-end parce que c'est souvent le week-end qui passe du temps sur LinkedIn, tu sais que tu touches ces gens-là et c'est ça qui est important, c'est pas tellement l'outil, c'est de savoir quelle data tu touches. Bon, une fois qu'on a fait ça, une des opérations qui est arrivée avec le Covid, c'était notamment pour des bijoutiers de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire? J'entends si plus personne peut venir dans les boutiques, comment on fait? Donc du coup, on garde la data des ultra riches et sur ces gens-là, on fait des opérations où on leur propose d'aller dans la boutique et on réserve la boutique pour eux tout seuls. Donc en fait, ils vont avoir une pub, alors ça va être une vidéo, et puis dans le texte de la pub, il y a on vous offre, venez en fait chez nous et on garantit une visite VIP que pour vous de la boutique, et puis du coup les gens s'inscrivent sur un bouton. Mon client lui va recevoir c'est ça qui est très intéressant dans LinkedIn, il va recevoir le profil de la personne, donc il va pouvoir voir qui c'est, quand il va le recontacter, il saura qui c'est, ses coordonnées de téléphone, mail, etc. Et ensuite, c'est la boutique qui va appeler directement la personne pour organiser la visite. Et c'est une visite VIP privée de la personne dans la boutique que tu peux faire le soir, le dimanche, n'importe quand. Pendant le Covid, au plus, tu n'auras que 2 personnes. Et du coup, ça, c'est hyper efficace. Tu ne peux pas faire beaucoup plus efficace. On peut pas. Quand le type il est venu à la boutique, généralement, il achète quelque chose. Donc, à ce niveau-là. Oui, et puis il donnait sa carte de crédit et tu avais son nom. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, mais surtout, tu as qui c'est. Et en fait, comme maintenant, tout le monde a mis pratiquement tout son profil dans LinkedIn en détail jusqu'aux mesures des chemises, tu sais exactement la boutique va savoir
avec qui elle parle, et puis quels sont ses centres d'intérêt, comment engager après, évidemment, une fois qu'on arrive à la boutique, c'est plus mon problème, c'est le problème de la boutique, mais en gros, c'était déjà de faire venir jusque-là, quoi. Mais comment tu peux définir les assets d'une personne sur un profil LinkedIn? Ça, je trouve hyper intéressant, parce que je vois bien les positions de cadre et cadre supérieur, mais ça ne te donne pas le capital que cette personne a. Je vois pas. Alors, moi, là, il me manque une petite brique. Oui, je sais, mais c'est la brique que justement, il va rester. Ah, c'est le truc secret. Ouais, mais en fait, c'est basé sur des croisements de données, en fait. C'est toujours, on est encore dans du clustering. Donc là, on présuppose que ces gens font partie, et puis en fonction de leur comportement, tu les élimines au fur et à mesure pour garder que ceux qui ont des comportements d'achat qui correspondent à ces marques les plus ultra, qui émettent des prix. Et puis là, tu peux définir que si ces gens achètent ce genre de choses, alors, parce que, enfin, je sais pas, je te laisse parler. Mais toi, si par exemple, donc toi, Victoria, tu peux pas le faire, mais par exemple, prenons Google. Ouais. Admettons que Google sait que toi, parce qu'il a vu sur ton profil LinkedIn, tu es un cadre tu es patron d'une boîte de 10 000 personnes. Donc déjà, tu es certainement pas pauvre, parce que généralement, il y a peu de types qui sont SMIC et qui sont patrons d'une boîte de 10 000 personnes. Non, c'est ça le salaire, c'est pas la fortune. Attends, ça veut rien dire. Bien sûr. Mais ensuite, lui, il peut, parce qu'il connaît les endroits où tu veux. Admettons que, par exemple, cette personne aille sur le site de Julius Baer, ou bien sur le site de Lombardier, ou de Pictet, et puis qu'il va régulièrement, sur la page, il va sur la page où il peut accéder à son compte. Ouais. Si tu prends toutes les pages toutes les adresses de ces pages, bah, tu es sûr d'avoir les clients des banques privées. Et en plus, le type, il va il va par exemple dans un site d'horlogerie, et là, il va sur l'adresse des téléchargements des montres à complications. Il n'y a personne qui va télécharger le mode d'emploi d'une montre à complications, je sais pas, un tourbillon par exemple. Si, moi je vais tous les 2 jours. Oui, tous les 3 jours. Mais il y a 99% des gens. Donc on traque le comportement. C'est le comportement. C'est par le comportement que tu peux avoir un profil. Disons, c'est le comportement de ta navigation qui te permet aujourd'hui de définir ton profil. Ou disons de te mettre dans un cluster qui serait cluster ultra riche. Ouais. D'accord. Ok. Et puis après, il y a aussi. Non, mais après, si tu veux, on arrive juste à l'avant du marketing. Aujourd'hui, il y a des outils comme comment il s'appelle ça va me revenir, qui sont des intelligences artificielles. Il y en a une israélienne qui va, en fait, au départ, c'est du machine learning. Donc, il va faire des micro-campagnes sur plein de gens. Donc, il va se dire, ben voilà, je vais prendre les gens qui ont des cheveux, les gens qui n'ont pas de cheveux, les gens qui ont un pull noir, bon, vous avez tous les pull noirs, mais qui ont un pull rouge, etc. Puis, il va faire des campagnes sur tous ces gens-là. Et puis, en fait, ce qu'il peut faire en machine learning, que peut pas faire, par exemple, une agence, c'est qu'il peut, de façon transversale, regarder tous les résultats de qui match par rapport à quelles annonces ont été mises en temps réel, d'accord? C'est tout le problème des services secrets aussi qui font ça, qu'ils ont eu, par exemple, le 11 septembre, c'est qu'ils avaient toutes les infos, mais comme il n'y avait personne qui était capable de les lire de manière transversale en temps réel, eh ben, ils n'ont pas vu ce qui était en train de se passer. Donc là, la machine learning, il va le voir. Et où ça devient c'est Albert.li, je crois, la boîte. Et en fait, où ça devient de l'intelligence artificielle, c'est qu'à un moment, le système va écrire les annonces qui sont le mieux à même de matcher lui-même. Donc, du coup, on n'est plus dans du machine learning. On a la machine qui fait quelque chose qui n'était pas prévu au départ. Donc, il va créer lui-même des annonces. À partir de là, tu peux enlever les agences médias. Hein. Incroyable. Ouais, non, mais c'est absolument. Le programmatique, tout ça, c'est plus rien. Hein. On vous avait dit qu'on avait invité un. C'est un mercenaire. Non, lui, avec lui, c'est toujours. C'est un véritable. Ça fait trop longtemps qu'on ne parle pas. Non, sinon, l'autre méthode qu'on a en fait pour faire venir des gens dans les boutiques, c'est qu'on fait des campagnes géolocalisées au mètre près. Alors attends, c'est notre troisième. Alors laisse-nous lancer notre parce que. Oh. J'allais le dire. Allez, on lance la virgule qui va avec. T'avais une question ?
avec cette question qu'on a un petit peu éludée justement sur les outils, parce qu'on a envie de faire parler notre invité sur le choix des outils. Savoir sur quoi il va. Oui, moi j'avais plein de questions pour notre invité, mais on est déjà en train d'arriver vers la fin de l'émission, donc on sera obligé de revenir en deuxième semaine. Justement, ces outils, sans forcément donner des noms, quelles sont les boîtes à outils que tu as, parce qu'effectivement, ou que tu es amené à utiliser avec ton équipe? Alors, la première chose, c'est sur la géolocalisation. Donc, en fait, vous pouvez faire de la géolocalisation, par exemple, dans Facebook. Vous avez des géolocalisations au kilomètre. Mais dans une ville, 1 kilomètre, c'est énorme. C'est-à-dire que vous avez touché toute la ville. Moi, j'ai utilisé ça au début pour toucher les riches sur les clubhouses de golf, puisqu'en fait, autour du clubhouse de golf, il y avait que du golf, d'accord? Donc, on était 1 kilomètre, ça fonctionnait. Donc là, on a fait des campagnes qui ont fonctionné. On a pris tous les clubs de golf les plus riches du monde et on faisait des campagnes Facebook au kilomètre dessus. Et puis ensuite, j'ai découvert des gens qui avaient une autre technologie qui permettait en fait d'aller au mètre près, mais par rapport cette fois au portable. Donc en fait là, ce qui va se passer, c'est que il suffit que votre portable ait accepté une application qui utilise un GPS du genre Google Maps par exemple, d'accord. Du coup, pour qu'on puisse l'utiliser. Tout est GRPD, tout est cachère, je vais dire. Ouais, ça doit être ça, ouais. Sur le papier, c'est nickel. Ouais. On te croit. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, je fais des campagnes sur les palaces du monde entier. Je fais des campagnes que j'appelle traînantes, c'est-à-dire que je mets mon système sur le palace. Il y a une intelligence artificielle dans le système qui va me permettre, par exemple, de voir qui sont les employés, qui sont les clients, en fonction du temps qu'ils restent dedans, qu'est-ce qu'ils font géographiquement dans le palace. Et du coup, en fait, vous allez faire des campagnes qui seront que, par exemple, pour les ultra riches, que sur les grands palaces du monde, d'accord? Et puis, tu peux faire des campagnes aussi sur les boutiques concurrentes, par exemple. En Genève, d'accord, où là c'est parfait puisqu'en fait vous avez des boutiques comme Cartier, comme Patek Philippe, où en fait tout le bâtiment est lié à la même entreprise. Donc vous allez toucher que les clients qui sont dedans, plus les employés. Une fois que vous avez sorti les employés, vous avez des clients. Et là, vous pouvez leur faire des campagnes par exemple, vous êtes un bijoutier à Genève, vous faites une campagne sur Cartier, vous allez toucher que les gens qui sont dans Cartier, puis vous allez les faire venir à votre boutique. Et ce qui est intéressant dans le système, c'est que pendant 30 jours, en fait, vous êtes suivi de ce que vous allez faire. Et vous pouvez dire si pendant les 30 jours, une personne qui a été touchée par une de vos campagnes de pub dans l'hôtel est venue à la boutique après. Ça veut dire que ton client, il est attentif à ça, il attend ton retour sur cette information pour savoir, par exemple, si cette campagne elle était efficace et aussi rentable? Oui, ça fait partie du reporting qu'on va lui donner. Généralement, après, on travaille toujours en association avec les boutiques qui vont commencer à poser des questions. L'année passée, on a pu montrer comme ça qu'on avait vendu donc quelqu'un qui était venu sur une campagne pour une pub qui coûtait 50 000, il est venu à la boutique. À la boutique, la montre était sur commande. Et il en a acheté une autre qui coûtait 3 fois plus cher parce qu'il voulait quand même partir avec quelque chose. Donc, en fait, c'est des choses qu'on arrive à montrer, quoi. Donc, on arrive vers le coût par acquisition. Parce que là, comment tu vends, toi? Ouais, là, tu vends. Oui, mais enfin, comment tu vends après? Là, je vends des campagnes Là, les campagnes elles sont vendues en forme de forfait. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet en fait de faire des campagnes. Mais ça peut être des campagnes. Alors là, on parle pour des ultra riches, mais c'est pas forcément ça non plus. On peut faire des campagnes touristiques aussi en se mettant sur l'aéroport de Genève avec des offres touristiques et puis en faisant venir, puis en ayant des cartes qui vont t'amener avec le GPS jusqu'aux trucs touristiques à visiter. L'important, c'est d'avoir des endroits où tu te mets et de faire des campagnes qui ont au départ, elles ont pas, tu sais pas le budget que tu vas avoir au départ parce que si tu les mets sur 6 mois, une année, ça va dépendre du nombre de gens qui correspondent au profil qui passent à l'endroit où tu veux les toucher. Mais est-ce que le client, il est en demande spontanée de ces reportings pour être aussi précis, ou c'est toi parce que tu l'intègres d'office dans tes offres, dans tes campagnes, que le client prend connaissance de ça? Parce que j'ai le sentiment que pour certains types de clients, ils sont pas forcément très très sensibles à tout ça. Non, mais ils le deviennent assez vite. Mais en fait, au départ, eux, c'est surtout la partie géolocalisée qui est intéressante. Parce que tu vois, par exemple, je sais pas, tu as un garage de voitures. Si tu veux faire une campagne sur tous les autres garages de voitures, quand les gens ils sont dedans, et tu sais que c'est des gens qui sont intéressés par les voitures, ça, t'es relativement content de pouvoir le faire. Par exemple, sur une région où tu ferais une action pour un modèle, parce que ça permet de faire des opérations en temps réel. Ça permet aussi de faire des opérations
politique, par exemple sur Genève, c'était intéressant. Le Covid le confinement était intéressant parce que je me suis dit, c'était pour une opération qui était votée que par les gens qui étaient de la ville de Genève. Or, si on fait une opération géolocalisée sur la ville de Genève pendant la journée, on allait toucher tous les gens qui travaillent. Comme tout le monde était confiné et puis qu'il n'y avait pas de gens qui travaillaient, si vous avez une opération sur les gens qui avaient plus de 18 ans et qui étaient le soir, en fait, dans la ville de Genève, on touchait forcément des gens qui étaient des gens qui votaient. Et du coup, voilà. Il faut un peu de logique. En fait, de notre côté, oui, mais du coup, ça explique que même ça, une intelligence artificielle, elle ne va pas le penser. Ça, il faut quand même une intelligence humaine pour penser ce genre de truc. C'est pour ça que tu es là, voilà. Mal à toi. À propos d'être là, il y a le 4e jingle qui nous lance la dernière question, la fameuse question. La question à la C, hein, c'est cette fameuse question sur laquelle, Victoria, on met le mot qu'on veut pour. Tout à fait, qu'est-ce qu'on pourrait lui choisir comme je sais pas. Maintenant, avec toute façon, avec Pierre-Yves, on sort toujours. C'est comme combine. Quelle combine tu es? Parce que bon. Mais dans le bon sens du terme. Voilà. Oui, parce que là, maintenant, on voit bien, donc on peut traquer les gens d'une manière, les cibler de plus en plus finement. Maintenant, on va passer vers de nouvelles technologies. On va en parler ensemble, la voix. Donc, qu'est-ce que ça nous réserve? Alors, dans la voix, deux choses en fait qu'on a testées. D'abord, c'est le son binaural. Donc, on fait des opérations en son binaural et ça, c'est assez waouh. Donc, en fait, c'est une technologie des années... Tu nous as manqué, mon cher, tu nous as manqué. C'est une technologie des années 80. Je travaille avec une maison qui s'appelle Wave Studio, en fait, qui est spécialisée dans le son à Lausanne. Oui, on les salue, nos amis de Wave Studio. Salut à vous. Pour savoir, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux. Puis, en montrant un petit peu tout ce qu'ils font, je tombe sur cette histoire de binaural. Et en fait, ça permet de faire de la réalité augmentée dans la tête. Je conseille aux gens qui veulent comprendre ce que c'est d'aller voir sur YouTube. Il y a un truc qui s'appelle le barbier, en fait, où on est comme chez le barbier. Et en fait, tu entends les ciseaux qui te passent par-dessus la tête ou des choses comme ça. Et après, du coup, je me suis dit, mais du coup, on pourrait utiliser ça dans le off et online. Je m'explique, si tu prends par exemple une Ferrari. Une Ferrari, l'intérêt d'une Ferrari, c'est le son qu'elle fait. Non, mais c'est le son du moteur. Il ne faut jamais dire bruit, sinon tu te tues. Non, le son du moteur. Le son du moteur. Quand tu vois une pub sur un journal avec la Ferrari, tu vois une belle voiture rouge, mais tu n'entends pas le son, d'accord? Si tu mets un QR code, tu vas pouvoir vivre l'expérience d'être dans une Ferrari, de fermer la porte. Tu sens pratiquement le cuir à l'oreille, et puis en fait, tout ce qui se passe dedans. Et du coup, la première fois qu'on l'a fait, tu peux retrouver, on l'a fait pour François-Paul Journe, en fait, c'était pour une montre, une grande complication, donc en fait, une grande sonnerie qui sonne en fait tous les quarts d'heure, les heures, les minutes, etc. Mais qui est une montre qui vaut plusieurs centaines de milliers de francs et qu'ils ont jamais, parce qu'en fait, tu la précommandes et puis après, tu la reçois quelques années plus tard. Mais pour la montrer aux gens, tu peux pas sortir une montre à plusieurs centaines de milliers de montres pour que tout le monde commence à toucher tous les boutons, choses comme ça. Donc, tu peux l'avoir en factice dans les bornes, ou bien tu peux la avoir sur des pubs, mais tu l'entends jamais en réalité. Et l'essentiel de l'intérêt de cette montre, c'est le son. Donc on a trouvé une chambre anéchoïque à l'EPFM, donc une chambre anéchoïque, c'est une chambre un peu comme quand tu faisais du rock avec des cartons d'œufs, mais un petit peu plus sophistiqué. En fait, quand tu fermes la porte, t'entends ton cœur, c'est hyper flippant, tellement il n'y a pas de bruit, d'accord? Et là, on a mis la montre et puis on l'a enregistré en binaural, et en fait, c'est comme si tu étais dans la montre, t'entends la vie de la montre, t'entends la vie de la sonnerie. Et il y a des applications, alors en tourisme, elles sont immenses. On a des trucs où par exemple, t'es sur la prairie, tu vas te balader sur la prairie, puis on dit, ah ouais, mais là, en été, il y a les vaches avec les bergers, les machins, etc. Tu mets ton casque, parce que pourquoi ça n'a pas marché à l'époque? Parce que personne n'avait de casque, non? Mais maintenant, avec les iPhones, tout le monde a un casque. Et puis, tu mets ton truc, puis c'est comme si tu fermes les yeux, puis tu as le berger qui te croise, le machin, les vaches, etc., etc. Et après, les applications sont immenses. Bon, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'était ça se relie un petit peu, c'était aujourd'hui le SEO vocal qui devient quelque chose d'important, en fait, que très peu de gens en fait ont encore mis en place. Ouais, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les gens parlent à leur téléphone, parlent à leur borne ou à leur
Assistant personnel. Alors, assistant personnel de toutes les façons. Et en fait, les recherches sur les moteurs de recherche se font maintenant par des questions qui vont poser en fait aux bornes. Et il faut aujourd'hui, parce que le SEO est quand même quelque chose de capital, hein, ça coûte un petit peu au début, mais ça permet de beaucoup économiser ensuite. Ça permet en fait d'optimiser ça. Donc il faut toucher le CMS, c'est 2-3 choses techniques à faire dedans. Il y a des plugins par exemple de WordPress qui existent. WordPress est un CMS qui permet d'utiliser le SEO vocal. Et puis ensuite il faut écrire les textes, parce que c'est toujours la même chose. Hein. Dans le SEO, il y a la partie écriture des textes pour que Google comprenne qu'est-ce que vous faites, avec des réponses aux questions que les gens vont poser au téléphone ou à la borne. Donc on passe du mot-clé à la question. Ou au contexte, avec la question, ouais. Ouais, la question. Mais déjà, les mots-clés, la notion de mots-clés dans le SEO normal, donc enfin, on parle de SEO de mots-traînes, hein, en fait, c'est de dire, par exemple, on va plus chercher agence marketing, on va chercher agence marketing à Genève, spécialisée dans machin chose, d'accord? Les gens vont commencer, ils posent des questions précises maintenant. Quand tu sais pas quelque chose, tu demandes à ton ami Google, c'est le principe de l'opération, mais quand tu demandes, tu lui poses une question, et généralement, il sait toujours te répondre. Donc ça veut dire que de l'autre côté, il faut avoir prévu. Oui, mais si c'est pas, c'est que de l'autre côté, tu as mal fait ton SEO parce que tu n'as pas répondu à la question que les gens pouvaient se poser. En tout cas, un truc qu'on n'aura pas mal fait, c'est d'être intense dans cet épisode qui arrive. Ça, je ne pas vu après la fin. Ah, mais mon Dieu, Pierre-Yves, tu vas revenir en saison 2 parce qu'on veut la suite, j'adore. Alors on va se dire à très très bientôt parce qu'effectivement il sera obligatoire de continuer sur ce thème, ne serait-ce que de travailler de parler sur effectivement les assistants vocaux et le SEO qui vont avec. Merci beaucoup Pierre-Yves pour cette trentaine de minutes très très intense. On rappelle adrénaline digitale, voilà, ça explique ceci, cela. Si jamais vous aviez des questions sur le nom de son agence. À très très bientôt et merci pour ce partage. À très bientôt. Au revoir. Merci. Voilà, c'était sacrément intense. Mais oui, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu, donc voilà, on sera obligé de retourner le voir. Mais oui. À jour, on n'arrive jamais à se parler on est plus qu'à la page. C'est une petite claque chaque fois, voilà. Exact. On vous rappelle, vous avez le droit d'aller liker, de partager, de vous abonner, ça c'est la sempiternelle petite phrase de fin et de début de cette émission. On a très peu d'interactions dans la chatroom aujourd'hui. Tout le monde était, je pense, scotché aux lèvres de notre invité. Excellent. Merci pour ce magnifique moment, nous dit Julien. Voilà, il y a au moins quelqu'un qui s'est lâché sur les commentaires. Sinon, vous allez sur Internet et vous demandez à Google, voilà. Pour revoir tout ça. On se dit demain 12h30 pour les prochains Coming Mag Live. Portez-vous bien et à très bientôt. C'est pas bon. Bye. Bye.